Alors moi, mon histoire de vie avec l'espace éthique, j'ai envie de dire d'abord qu'il y a un avant l'espace éthique et puis il y a un depuis l'espace éthique. L'espace éthique était très présent dans mon histoire et dans ma carrière professionnelle, et notamment au début des années 90, où je commençais à travailler à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et c'était un moment des grands avancées à la fois sur le plan scientifique et des grands questionnements. C'est une petite citation de Jean Kelevitch qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est que c'est dans l'inachevé que la vie peut exister. Alors c'est une longue histoire que j'aurais envie peut-être de résumer sous deux aspects, parce que c'est bien difficile de résumer cette longue histoire. C'est presque le mot magique qui me viendrait à l'esprit, parce que c'est un lieu, c'est un espace où se rencontrent à la fois les grandes questions philosophiques de notre société aujourd'hui, et où ce moment-là rencontre la réalité, la vraie vie, le concret. Le mot le plus fort pour moi, c'est l'éthique des pratiques. Ça a été pour moi un espace de réflexion important qui m'a permis de formaliser un certain nombre de questions que je me posais depuis longtemps dans ma pratique médicale, qui m'a permis aussi de souffler. C'était une bulle aussi, une pause en fait dans mon activité professionnelle. Ça a été la rencontre avec tout un domaine que je connaissais peu, de sciences humaines et sociales, donc toute une rencontre avec des professionnels qui étaient issus de milieux très différents, et donc toute une source de connaissances qui a été voilà, extrêmement importante pour moi et qui m'a permis, les années passant, de formaliser ma réflexion, de l'intégrer dans ma pratique professionnelle, d'élaborer un gros projet de recherche qui est actuellement dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique nationale, de soutenir ma thèse, et puis aussi de l'intégrer dans l'enseignement, parce que ça, je pense que c'est essentiel, des étudiants en médecine, et d'essayer de le transmettre au quotidien, en fait, cette interrogation éthique dans nos pratiques auprès de mes étudiants au lit des patients, en fait, hein, dans ma pratique quotidienne. Et c'est en fait dans l'inachevé de la vie de Capucine que commence mon histoire avec l'espace éthique. Inachevé puisque cette petite jeune fille est décédée à 14 ans dans le contexte d'une leucémie, des suites d'une erreur médicale, ce qui explique aussi un petit peu le parcours que je vais engager à l'espace éthique. Et donc c'était en 1994, c'est-à-dire pratiquement au moment où l'espace éthique ouvre ses portes. 95-96, un groupe de réflexion éthique avait été mis en place par le professeur Chin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et c'était le premier groupe de l'espace éthique qui s'est créé pour réfléchir à différentes questions. Il y a eu un premier groupe d'éthique autour de la maladie d'Alzheimer. Et ces groupes éthiques réfléchissaient ensemble avec, bien sûr, des neurologues, des psychologues, un groupe pluridisciplinaire. La question qu'on s'est posée était, vous voyez, ça fait presque 20 ans, était doit-on annoncer le diagnostic des maladies d'Alzheimer au patient lui-même? C'est dire combien ces questions qui sont aujourd'hui travaillées notamment par le groupe d'RMA au sein de l'espace éthique, ces questions étaient déjà présentes il y a 20 ans. Plus cette expérience peut diffuser en tache d'huile, et plus ça sera positif, parce que je pense qu'on manque beaucoup en fait de réflexion éthique dans nos hôpitaux. Je pense que c'est intéressant que ça ne se limite pas qu'à la seule AP-HP, et que ça permettra aussi à d'autres structures, à d'autres groupes hospitaliers de pouvoir être impliqués également de façon tout à fait importante, même si c'était déjà le cas avant, je pense. Mais ça permettra quand même d'avoir une importance peut-être plus grande et oui, de diffuser cette culture éthique, j'allais dire, dans nos pratiques, ce qui me paraît tout à fait essentiel. Oui.
Les 2 points forts, c'est bien sûr l'inachevé de la vie de Capucine, donc son décès, mais c'est aussi le lien avec une équipe médicale et la force du lien. 1997, donc 3 ans plus tard, à la suite d'un livre que j'écris, d'une rencontre, rencontre personnelle, je suis amenée à venir voir, là je dirais carrément, et c'est Manbalir, je sais pas seulement l'espace éthique, hein, c'est plus une personne que je rencontrais, donc son directeur, et se pose alors pour moi la question de que faire de cette épreuve. Et je lui soumets en quelque sorte cette question, et c'est là où je trouve que la puissance de l'espace éthique, de son directeur, de son équipe, c'est d'être en permanence force de proposition. L'autre magie peut-être de ce lieu, c'est de fédérer des personnes venues d'horizons très différents, des patients, des associatifs, des grands professeurs, des psychologues, des gens de tous les mondes qui peuvent être impliqués dans cette éthique des soins, et de les réunir, de permettre à chacun de donner le meilleur de sa pensée, le meilleur de ce qu'il a pu réfléchir avant, de confronter ses regards, de les enrichir mutuellement avec cette richesse-là. Il y a eu aussi un groupe autour de la médecine prédictive, aussi animé par le professeur Chin, où Alexandra Dur, Alexis Brice, Josué Feingold, Valériane Barma et d'autres personnes, faisant partie du premier staff des médecines prédictives à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Notamment, ce groupe avait mis en place la première consultation en France répondant à la demande des personnes à risque pour la maladie d'Huntington. Et à cette époque, il y a donc plus de 25 ans, tous ces questionnements autour du diagnostic présymptomatique étaient des questions très importantes pour lesquelles on n'avait pas encore un référentiel pour les penser. Et ces groupes d'éthique étaient un premier temps tout à fait intéressants et fondateurs d'une réflexion. C'est René Char qui me vient à l'esprit là tout de suite avec cette si jolie phrase qui est quelquefois le réel désaltère l'espérance. Et il ajoute à ça que contre toute attente, l'espérance survit. Et c'est vraiment comme ça que se passe cette rencontre dans l'espace éthique, c'est-à-dire la notion de face à l'épreuve, l'espérance parce qu'il y a en face de moi un autre, une force de proposition. Et c'est là que démarre ce groupe, parents et soignants, face à l'éthique en pédiatrie. Il y a eu d'autres lieux. Alors, il y a déjà sur le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière un groupe d'éthique, mais qui s'intéresse plus un peu à l'éthique hospitalière, qui est moins centrée, je trouve, moi, sur nos préoccupations cliniques. J'anime également un groupe, là, du coup, d'ailleurs aussi grâce à tout ça, grâce à mes rencontres à l'espace éthique, mais j'anime aussi un groupe d'éthique dans ma société savante. Où on travaille sur des sujets assez concrets et où c'est une approche multidisciplinaire, transdisciplinaire en fait, de sujets assez pratiques et des questions qu'on se pose dans nos pratiques quotidiennes. C'est vrai qu'avec ces deux fondamentaux de cet espace éthique-là, on a voyagé d'abord peut-être dans une vision très hospitalière, c'était l'espace éthique de la PHP, et puis cette vision-là s'est considérablement élargie, a pris un grand souffle quand elle s'est étendue au niveau national avec l'espace éthique sur la maladie d'Alzheimer, qui là était à l'échelon national et même international. Et donc les réflexions se sont tout d'un coup agrandies, ont pris des regards plus riches, plus comparatif aussi quelquefois. En 1996, un groupe était créé
un groupe au sein de l'espace éthique, a été créé à l'hôpital Necker, coordonné par Marie-Louise Briard, généticienne à l'hôpital Necker. Et avec elle, nous avons travaillé pendant des années autour de la réflexion sur les tests génétiques. Et c'était effectivement un travail qui réunissait des généticiens, des psychologues, mais aussi des scientifiques, des biologistes, des personnes travaillant dans des laboratoires. C'était des temps réellement pionniers, hein, et très importants où Marie-Louise Briard nous avait mis autour de la table pour penser, hein, les enjeux de la médecine prédictive, aussi du diagnostic prénatal, de l'information autour des maladies génétiques dans les familles. Emmanuel Hirsch, c'est les débuts de l'espace éthique, m'invite à trouver un soignant pour co-diriger ce groupe, et c'est avec le médecin qui a suivi Capucine, Elie Haddad, que nous démarrons en 1997. Le groupe existe toujours. Au fil du temps, les responsables soignants, je dirais co-coordonnateurs plutôt soignants, changent. Elie Haddad s'en va, c'est François Dose qui suit, de Curie, et puis aujourd'hui c'est Franck Bourdeau, le docteur Franck Bourdeau à Curie. Donc dans tous les cas, toujours un parent, le même, moi, et des soignants. Le groupe évolue, travaille sur différents sujets. Je dirais qu'il a peut-être deux axes principaux. C'est l'idée de confronter, le parent et soignant le dit bien, hein, le savoir expert et puis le savoir profane. C'est basé essentiellement, ça s'ancre sur nos expériences de vie, hein, donc sur le témoignage, hein, reprenant un peu l'idée de Ricoeur avec la force du récit de vie et l'importance de la narration. Donc, dans ce groupe, on se raconte des histoires et on a à cœur donc, de s'appuyer sur nos vécus, c'est donc basé essentiellement sur les témoignages des uns et des autres. Désir de transmettre. Donc de transmettre, ça veut dire aussi bien des livrets d'informations pour les familles. Les principaux thèmes abordés vont être en fait la décision. On travaille beaucoup autour de la recherche et des essais cliniques, jusqu'à finalement arriver, c'est là où ça rejoint complètement mon histoire, à travailler pendant 3 ans pour aboutir à un film de formation pour les professionnels de santé. Ce film qui s'appelle « Que reste-t-il de nos erreurs ?» Donc ce travail sur l'erreur médicale qui est à la fois vraiment dans l'esprit de la transmission et de faire réfléchir la communauté des soignants, un film qui pour moi représente aussi quelque chose comme boucler une histoire. Donc boucler une histoire au sein de l'espace éthique et accompagné par les personnes qui y vivent, disons à plein temps ou en y passant de temps à autre plus ou moins de temps. Donc transmettre, travailler sur différents sujets, réaliser des documents, communiquer dans des congrès. Enfin moi ce que j'y ai trouvé aussi et justement qui était peut-être moins présent au centre d'éthique clinique là à Cochin, c'est un regard très bienveillant en fait, je trouve aussi de l'ensemble des gens qui sont ici, très sincèrement. Et du coup, c'est très motivant en fait, je trouve, en tant que soignant d'entendre, enfin de retrouver un écho à travers justement tous les enseignants qu'on peut rencontrer ici, qui je trouve qui sont très vraiment bienveillants, enfin qui soutiennent notre activité, notre questionnement et notre activité de recherche, notre pratique, avec vraiment enfin c'est ça, moi je trouve, c'est la bienveillance. Et in fine, c'est peut-être plus cette confrontation d'un savoir expert, hein, celui des soignants, d'un savoir profane, celui des parents qui y sont, et toujours la présence d'un philosophe. Et ça, c'est aussi un des traits, une des marques, une des traces de l'espace éthique, c'est de nous inciter à se référer à la pensée, je dirais, du philosophe, hein, des philosophes qui nous ont accompagnés. David Smadja, après ça Mélanie Heard, et puis aujourd'hui Paul Louveil-Dubuc, qui est vraiment toujours des jeunes philosophes qui ont su interroger avec beaucoup d'intelligence les pratiques soignantes et les confrontations de nos idées. Ça me paraît, ça me paraît très impensable que l'espace éthique disparaisse,
tellement l'espace éthique nous a accompagnés pendant tout ce temps d'évolution, des questionnements, des doutes, des vulnérabilités, des nouvelles pratiques. Je pense que les progrès ne sont pas encore terminés. On aura toujours de nouvelles questions à mettre au travail. Et l'espace éthique est un lieu, justement, qui pour nous, les professionnels, représente un espace intermédiaire entre la clinique, le contact direct avec les patients, les familles, et un lieu où on peut prendre de la distance, on peut réfléchir ensemble, on peut justement montrer et réfléchir ensemble plutôt à nos questionnements dans les pratiques au quotidien. Donc, il n'y a pas de destin déjà écrit pour l'espace éthique, il y aurait un devenir, et ce devenir, il me semble être bien engagé et en construction. Je ne vois aucune bonne raison pour que l'espace éthique ne continue pas à exister. Que va devenir ou qu'est-ce que nous allons réussir à construire vraiment de ce nouvel espace régional? C'est vrai que il peut m'arriver de m'en inquiéter compte tenu de cette histoire de vie que j'ai avec l'espace éthique depuis presque 20 ans et d'avoir rencontré toutes ces personnes impliquées qui étaient toujours présentes à titre bénévole. Et par rapport à d'autres expériences dans d'autres lieux, j'ai toujours une certaine crainte de cahier des charges construit d'une façon tout à fait justifiée intellectuellement ou juridiquement ou financièrement. Mais je ne suis pas certaine que ces cahiers des charges répondent à ces valeurs de l'esprit qui, par définition, doivent éclore de façon spontanée, de façon naturelle, entraînées les unes par les autres, par des rencontres d'homme à homme. Et je ne suis pas sûre que l'espace éthique ait besoin d'un cahier des charges administratif pour continuer à produire les richesses qu'il a su produire depuis 20 ans. Ce que j'aimerais bien pouvoir continuer à développer dans l'avenir, c'est un partenariat peut-être encore plus important avec l'espace éthique dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales, recherche clinique, sciences humaines et sociales. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs dit quand j'ai soutenu ma thèse d'éthique. C'est dans la conclusion, c'est que j'espère que nos travaux aux uns et aux autres, voilà, aussi petits ou grands soient-ils, puissent contribuer à formaliser une recherche en sciences humaines et sociales qui malheureusement existe peu en fait en France, en partenariat on va dire avec les cliniciens, qui est une vraie recherche en éthique comme ça existe dans d'autres pays. Et ça, voilà, je sais que c'était aussi c'est un objectif d'Emmanuel Hirsch, qu'il est en train justement de mettre en place un certain nombre de groupes et de partenariats. Et ça, voilà, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et j'espère qu'on y arrivera. Enfin, je suis sûre qu'on y arrivera. Mais ça, je pense que c'est le lieu, et peut-être aussi d'ailleurs maintenant que ça va être un espace éthique régional, ça peut être le lieu de structurer cette recherche et de la mettre en place dans nos hôpitaux, en partenariat, encore une fois, avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est aussi une des particularités de l'espace éthique, c'est qu'il y a un nombre d'intervenants, de chercheurs de tous les horizons, c'est d'une richesse extraordinaire, et je pense que c'est possible ici, ouais. Et qu'on commence vraiment à établir des liens et à croiser nos points de vue, et qu'on pourra arriver à monter une recherche clinique éthique digne de ce nom, et qu'on pourra être à peu près, commencer à travailler aussi avec d'autres pays et à être représenté, parce qu'on l'est assez peu, pour le peu que j'en ai vu quand j'ai été à l'étranger, dans des congrès d'éthique ou bioéthique. Si je reviens plus par ça, c'est vraiment moi dans cet espace éthique, moi et les autres, mais mon parcours personnel dans l'espace éthique et les différents bienfaits que j'y ai trouvés. Et je serais désireuse peut-être aussi
de réfléchir un peu sur l'évolution même de l'espace éthique, hein, c'est-à-dire au départ un espace, ça veut dire un endroit où il y a de la place, s'il y a de l'espace, il y a de la place, mais quand il y a de la place, il s'agit de trouver sa place. Donc la trouver, je pense l'avoir trouvée, mais la trouver avec d'autres. Et l'espace éthique a évolué en allant vers, plutôt qu'un espace, je dirais des espaces de réflexion. Je trouve les grands chantiers qui ont été ouverts, hein, celui sur la fin de vie, celui sur l'espace éthique Alzheimer, enfin, c'est vraiment la preuve du dynamisme et du désir de coller au réel, hein, aux demandes de la société d'aujourd'hui, et plein d'autres espaces. Donc l'évolution qui a amené l'espace éthique APHP à devenir un espace de réflexion éthique de la région Île-de-France, c'est encore et toujours depuis le début, et bien sûr aussi beaucoup toute l'équipe et l'impulsion de son directeur, c'est vraiment toujours être attentif à l'autre. Et évidemment, c'est à Lévinas que je pense quand je pense à l'autre, hein, et c'est le visage de l'autre, hein, dont Lévinas dit qu'il me convoque, hein, il m'oblige, et il me rappelle la responsabilité éthique. Un peu plus loin, il dit le visage de l'autre exige réponse. Et je trouve que l'espace éthique dans cette, je dirais, galaxie, quelquefois j'ai envie de dire nébuleuse, hein, des différents comités, commissions éthiques, occupe une place pour moi toute particulière, c'est-à-dire qu'elle est avant tout centrée sur l'autre, hein, les autres. Et ces autres qui nous obligent, comme je l'ai dit, mais aussi ces autres avec qui on se met en lien. Et être en lien, c'est bien la force et le charme de la vie intense, c'est le lien qui nous unit et qui nous garde vivants.